nous allons voir dans cette vidéo des réductions dans le cadre de l'étude des problèmes NP complets. Les réductions, ce sont des outils qui servent à comparer les problèmes. Il y en a de différents types, il y a toute une zoologie, et aujourd'hui, on s'intéresse aux réductions mini-one, et plus précisément aux réductions mini-one polynomiales. Et quand on fait des problèmes NP complets, quand on parle de réduction, en général, implicitement, c'est ce type de réduction, qu'on appelle aussi, quand c'est polynomial, parfois des transformations polynomiales, et aussi des réductions de Karp, ou des réductions de Karp-Lewin. Alors, la problématique de fond des réductions, c'est quand on a deux problèmes algorithmiques, un problème A et un problème B, et on veut dire que le problème A est plus difficile dans le sens qu'il utilise plus de ressources. Donc en général, on va être plutôt sur le temps, mais le problème A est plus compliqué à résoudre en termes d'utilisation de ressources que le problème B. Comment on peut faire ça? Alors, on pourrait vouloir dire, eh bien, je prends le meilleur algorithme pour A, le meilleur algorithme pour B, et je démontre que la complexité algorithmique du meilleur algorithme pour A est plus supérieure à celle du meilleur algorithme pour B. Alors ça, c'est très théorique, mais ça ne marche pas du tout pour plusieurs raisons. C'est d'abord, les meilleurs algorithmes ne sont pas forcément connus, ne sont pas forcément même facilement exprimables, sans rentrer dans les détails. C'est difficile de comparer deux algos sur toutes les entrées, puis même après de les comparer, tout ça c'est complet. Et surtout, on les connaît pas. Le problème de fond ici, quand on est dans les problèmes NP complets, c'est qu'on ne sait pas si P est égal à NP ou différent de NP. Donc quand on a un problème qui est dans NP, et à supposer que P est différent de NP et qu'on suppose qu'il n'est pas dans P, eh bien, avoir le meilleur algorithme, on étudierait sa complexité, ça permettrait de prouver que P est égal à NP ou P est différent de NP. Donc, on peut pas. Et donc, on va utiliser d'autres techniques que sont les réductions. Et la réduction de type many-one ou réduction de Karp, c'est on va encoder le problème B comme une instance de A. C'est-à-dire, j'ai une instance du problème B, je vais la transformer en une instance du problème A, qui est pas trop grande, de façon efficace. Et si j'ai un algorithme efficace pour A, j'aurai donc un algorithme efficace pour B. Et donc, voilà le schéma général que vous pouvez voir pour les SAT solvers, par exemple. J'ai pas mal de vidéos dessus, c'est exactement ce qui est fait. Donc, je prends une instance, une réduction, ça va être ça, une fonction phi, qui prend en entrée une instance W de problème B, qui la transforme en une instance W' du problème A, en un temps polynomial, c'est très important que phi soit polynomial, ce qui impose notamment que la longueur de W', le codage, reste contrôlé, c'est-à-dire qu'il est polynomial en la longueur de W, parce que phi est polynomial. Et de telle sorte que W est une instance positive de B, on est sur des problèmes de décision, si et seulement si W' est une instance positive de A. Et donc, si j'ai un algorithme pour résoudre A, comment je fais pour résoudre B? Je transforme W en W' et j'appelle mon algorithme sur A. Et ça me prouve ça que si je sais résoudre efficacement A, alors je sais résoudre efficacement B. Et c'est ce qui est fait exactement, comme je disais juste avant, sur les SAT solvers, où on prend une instance d'un problème et on le transforme de façon polynomiale en une formule SAT qui est satisfiable si et seulement si j'ai une solution à mon problème de départ. Alors, on a une notation pour ça. On note que, quand on a réussi à démontrer ça, que B est inférieur à A. Le petit m en dessous, c'est parce que c'est des transformations many-one. Alors, des fois, on ne le note pas quand c'est implicite. Ici, le P, c'est pour polynomial ici. Si on prenait d'autres contraintes pour phi, on changerait ici l'exposant ici dans ma relation de comparaison. Alors comme j'ai dit juste avant, c'est exactement ce qu'on fait pour les SAT solvers. Quand on utilise des solvers de programmes linéaires en nombre entier, c'est aussi exactement la même chose, en général pour des problèmes d'optimisation. J'ai aussi d'autres exemples dans des vidéos, je mettrai les liens en commentaire, pour des problèmes de coloration, comment on résout le Sudoku en utilisant la coloration de graphes, ou le Suguru, ou des problèmes de planification d'examen, par exemple. Tout ça, c'est des transformations many-one. On a une instance du problème au départ, et on la transforme polynomialement en une instance d'un autre problème. Alors je vais donner un autre petit exemple simple ici. Je pars du problème B qui est le problème circuit hamiltonien, qui est j'ai un graphe orienté et je veux savoir est-ce qu'il existe un circuit, c'est-à-dire un chemin dans le graphe qui revient à son sommet d'origine, qui passe une et une seule fois par chaque sommet. Et le problème du voyageur de commerce, c'est j'ai un graphe pondéré, c'est-à-dire que je mets un poids sur chaque arête, un entier K, et là je cherche est-ce qu'il existe un circuit qui passe par tous les sommets du graphe et de poids inférieur à K. Et donc comment je vais passer de l'un à l'autre, c'est des problèmes qui sont très proches. Je prends une instance de circuit hamiltonien, c'est-à-dire un graphe non orienté. Je me pose la question, est-ce qu'il existe un circuit qui passe par tous les sommets? Sur cette instance, c'est oui. Si je pars par exemple de ce sommet, je descends comme ça et je fais le tour. Je passe par tous les sommets sans passer deux fois par le même. Et comment je peux coder ce problème-là en voyageur de commerce? C'est très simple. Je prends exactement le même graphe
pour le voyageur de commerce qui doit être pondéré. Je mets un poids de 1 sur chaque arrêt et je choisis pour la borne K le nombre de sommets plus 1. S'il existe dans mon graphe vert ici un circuit qui passe au moins une fois par chaque sommet et de longueur V plus 1, compte tenu que c'est le nombre de sommets plus 1 et qui doit revenir au départ, il passera nécessairement une seule fois par chaque sommet. Donc si ici j'ai une instance positive pour voyageur de commerce, le chemin que j'obtiens ici est un circuit hamiltonien pour ce graphe. Et s'il existe un circuit hamiltonien dans ce graphe, quand je vais le faire dans celui-là, ça va me donner un chemin qui passe par tous les sommets, un circuit, et qui est de longueur exactement V+. Et donc on voit bien que j'ai une instance positive de circuit hamiltonien pour mon graphe de gauche, si et seulement si j'ai une instance positive de voyageur de commerce dans ce graphe-là pour K égale V plus 1. Et donc cette transformation-là, très simple, c'est une transformation mini-one qui est polynomiale de l'instance de circuit hamiltonien vers les instances de voyageurs de commerce. C'est polynomial parce que j'ai juste à mettre un 1 sur tous les sommets et à dire K égale V plus 1. Donc ça se fait très efficacement. En général, les transformations mini-one sont un peu plus complexes quand on est dans le cadre de la NP complétude à établir pour obtenir, à partir du problème de départ, une instance du problème d'arrivée.